regard chrétien sur la société. Sur les ondes de Radio Espérance, nous retrouvons Michel Coquillon. Chers auditeurs et auditrices de Radio Espérance, bonjour. Nous abordons aujourd'hui la première d'une série de 3 émissions sur le thème de la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, nous allons parler de ses origines, qui elle est, et ensuite, nous verrons dans une deuxième émission ses actions, ses dérives, et enfin, dans la 3e émission, ce que répond l'Église à cette question: peut-on être à la fois chrétien et franc-maçon? Alors, quand on parle de franc-maçonnerie, on peut susciter des réactions très différentes, indifférence, sourire narquois, anxiété, voire peur d'un monstre tentaculaire. Et l'objet de cette émission est d'essayer de mieux connaître ce que recouvre cette réalité et de tenter d'approcher de la vérité, de chercher, bien sûr, s'il y a un positionnement chrétien sur cette question. Ce n'est donc pas en tant qu'historien ou expert que j'interviens, mais en recherche de plus de vérité. Et il n'est bien évidemment pas question d'attiser une haine des maçons ou de susciter la peur, voire de prôner l'interdiction de cette religion. Le secret qui entoure l'appartenance à une loge, ce qui s'y passe et les actions de ses membres, ainsi que le mystère entretenu sur le contenu même de l'initiation, rend difficile le discernement de ce qui relève de la réalité, de la communication publicitaire, du fantasme ou des on-dit. Et cela impose bien sûr une prudence, mais sûrement pas le silence. Alors, pas question non plus de rassurer à bon compte. Il faut savoir, la vérité vous rendra libre, nous dit saint Paul. Et si Satan a trouvé, avec la franc-maçonnerie, un outil efficace pour répandre le mal, je sais que le Christ est et sera toujours vainqueur. Mais nous devons savoir mieux ce que recouvre cette réalité de la franc-maçonnerie, quel est son pouvoir réel. Donc n'ayons pas peur, regardons la vérité. De quoi parlons-nous? Le petit Robert dit que c'est une association internationale de caractère mutualiste et philanthropique de nature initiatique et ésotérique. Définition peu précise qui contient quand même 2 termes intéressants, c'est initiatique et ésotérique, même si certaines obédiences refusent ce terme d'ésotérique. Pour Wikipédia, le terme franc-maçonnerie désigne un ensemble d'espaces de sociabilité sélectifs qui recrutent leurs membres par cooptation et pratiquent des rites initiatiques se référant à un secret maçonnique et à l'art de bâtir. Cette définition un peu ampoulée ou opaque évoque la cooptation, le secret, les rites initiatiques, et elle montre donc également les origines des problèmes et des biais par lesquels peuvent se développer des dérives graves. Que recouvre donc le terme lui-même de franc-maçonnerie? Une remarque préalable, le terme vient de l'anglais Freemason, free comme libre et mason comme maçon, qui désignait au Moyen-Âge en Angleterre les ouvriers du bâtiment qui avaient été initiés au métier de maçon dans le cadre du compagnonnage. Cette initiation, qui existe toujours d'ailleurs sous le nom de compagnonnage, se faisait progressivement avec des étapes ou des grades. Arrivé à un niveau suffisant dans cette initiation, l'ouvrier était intronisé lors d'une cérémonie avec un rite, etc., comme compagnon, et il pouvait après exercer librement sa profession à son compte
d'où le terme free, libre, traduit franc en français, ce qui n'a bien évidemment rien à voir avec la franchise ou la droiture. Le secret le plus impératif qui existait déjà à l'époque portait sur un code qui était donné à l'initié et qui ne devait être divulgué à quiconque, sauf bien sûr aux autres initiés, sous aucun prétexte. C'était une époque, rappelons-le, où il n'existait pas de diplôme papier ou numérique, et ce code secret était une façon de prouver pour le compagnon qu'il avait bien atteint le grade requis pour exercer son métier. Ce compagnonnage a d'ailleurs servi de modèle dans l'organisation de la franc-maçonnerie, dans la démarche initiatique. Alors, quand a-t-elle été créée ? Là, les origines sont controversées. Certains font remonter cette création à l'Antiquité égyptienne ou biblique. Ce seraient les constructeurs de pyramides ou du temple de Salomon, par exemple, qui auraient transmis un savoir initiatique à des initiés et qui aurait perduré par les siècles, mais cela ne semble pas très sérieux historiquement et même certaines obédiences rejettent cette approche. Mais c'est de là que les loges tirent leur symbole de l'équerre et du compas. Les plus anciennes des loges maçonniques auraient été fondées à la fin du XVIe siècle en Écosse, ce qui est discuté d'ailleurs, mais le début probable de la franc-maçonnerie se situe dans la première moitié du XVIIIe siècle en Angleterre. Elle consistait en des groupes de réflexion où les participants, essentiellement des bourgeois plutôt cultivés, ou des aristocrates progressistes, échangeaient en réunion. Le secret les protégeait du pouvoir royal et de l'autorité de l'Église. Mais ils ne contestaient pas ouvertement la légitimité du roi, ni l'existence de Dieu, ce qui aurait représenté un trop grand danger. Mais c'est bien du risque que présentait cette liberté recherchée que naît le secret d'appartenance et d'obligation fraternelle. Cela d'ailleurs donnait une liberté pour aborder les questions de la vie, de la foi ou de la science, ce qui n'était pas tellement possible en public ou ouvertement. Les premières loges, donc créées par des alchimistes, occultistes, se sont regroupées sous la forme d'une première grande loge, et c'est à partir de cette grande loge que la franc-maçonnerie s'est répandue un peu dans toute l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, et déjà aux endroits où l'Angleterre avait des colonies. Et la première structuration semble avoir eu lieu en 1723 en Écosse, où un pasteur, le pasteur Anderson, a rédigé la constitution de base des loges qu'on dit spéculatives. Et cette constitution, qui a été améliorée, modifiée, est toujours en vigueur, et elle rassemblera une quantité de loges d'appartenance anglicane ou calviniste au début, et elle l'a ensuite substitué au rattachement religieux, confessionnel, donc un rattachement plus vaste, celui du concept de religion naturelle. Donc les loges sont maintenant regroupées en obédience interreligieuse. Et dès 1738, le pape Clément XII a condamné la franc-maçonnerie par une bulle intitulée In Eminenti, et cette condamnation entraînait l'excommunication, c'est-à-dire l'interdiction de communier aux adhérents de la maçonnerie. Cette interdiction sera d'ailleurs confirmée par Léon XIII, et le rejet de l'appartenance maçonnique a encore été confirmé par tous les papes récents. Beaucoup pensent
que la maçonnerie est une organisation unique et unie. Or, il y a effectivement une maçonnerie en termes de secret, d'obligations fraternelles, voire d'intérêt d'ailleurs, mais les différentes obédiences peuvent se retrouver en concurrence ou se concerter dans une fraternelle, comme nous le verrons dans la prochaine émission. Elles se répartissent en deux grandes branches, même si c'est un petit peu plus compliqué, mais en gros, il y a une première branche dite traditionnelle, qui est la plus proche de la maçonnerie initiale, et qui regroupe surtout des obédiences dites régulières, et qui sont reconnues par la Grande Loge unique d'Angleterre. Et ces obédiences se réfèrent au grand architecte de l'univers, le Gadlu, G-A-D-L-U, et elles rassemblent d'ailleurs beaucoup de protestants et parfois aussi peut-être des catholiques. En tous les cas, il n'y a pas d'obligation d'y affirmer sa foi dans une religion, mais une référence à un dieu. La deuxième grande branche, dite libérale, qui s'intitule aussi d'ailleurs adogmatique parce qu'elle n'impose aucune croyance particulière et accepte les athées, cette branche donc s'est constituée lors d'un schisme en 1877 sur une réaction d'ailleurs par rapport à la condamnation de la franc-maçonnerie par l'Église catholique. Et si elle affiche une tradition d'ouverture, elle écarte toutefois la référence au grand architecte de l'univers, et c'est là que l'on trouve les loges les plus anti-religieuses, comme par exemple le Grand Orient de France. Alors, quelles sont, puisqu'on a évoqué l'existence de différentes obédiences, quelles sont en France les obédiences qui existent ? Je donnerai peu de chiffres parce que ceux-ci sont très difficiles à confirmer, à prouver. Ce sera juste des ordres de grandeur que je pourrais donner parce que le secret d'appartenance, là aussi, rend incertain la comptabilisation du nombre de membres. Alors la plus grande des obédiences en France, c'est le Grand Orient de France, le GODF, dont la particularité est d'abord d'être laïque et maintenant d'être ouverte aux femmes depuis peu et d'être surtout l'une des obédiences les plus anti-religieuses de la part de beaucoup de ses membres. On lui attribue environ 50 000 membres. La Grande Loge de France, GLDF, qui est une obédience masculine, elle, déiste, qui aurait plus de 33 000 adhérents, elle est restée au rite écossais, dit ancien et accepté, c'en est une, donc qui reste dans la ligne traditionnelle de la maçonnerie. Ensuite, la Grande Loge nationale française, la GLNF, qui compterait 30 000 adhérents, qui est la seule obédience d'ailleurs reconnue par les anglo-saxons, est réputée conservatrice, élitiste, et elle regrouperait par exemple plutôt dans le monde politique des gens de droite. Et elle a connu une scission en 2011 qui l'a affaiblie. Alors après, d'autres obédiences comptent moins de monde, mais il y a le droit humain qui elle, est plutôt laïque aussi, avec autour de 16 000 adhérents. La Grande Loge féminine, qui a longtemps permis aux femmes d'adhérer à une loge alors qu'elles n'étaient pas acceptées dans les autres structures masculines, elle est bien sûr plutôt laïque, et là aussi on trouve beaucoup de femmes extrêmement anti-religieuses. Après, il existe une vingtaine d'autres obédiences, la Grande Loge Mixte Universelle, la Grande Loge Opéra, Memphis, Misrim, la Grande Loge Mixte Souveraine, etc. Et elles sont souvent issues de scissions par rapport aux obédiences principales. Alors après, il existe d'autres formes de maçonnerie, comme par exemple la Rose-Croix, qui est déjà un peu à part
dans la maçonnerie, qui est religieuse, elle, et qui est à caractère encore plus ésotérique, et surtout qui est qualifiée fréquemment de secte. En Europe, les loges appartiennent à un groupe d'obédience dénommé la Confédération des Grandes Loges Unies d'Europe, la GLUE, qui agit souvent d'ailleurs par lobbying au niveau européen. Quant à l'international, c'est surtout aux USA qu'on compte le plus de membres des loges, puisque sur 3 millions de membres de la maçonnerie décomptés dans le monde, 2 millions seraient américains, seraient des USA, et les loges ont joué d'ailleurs un rôle important dans l'histoire des États-Unis, puisque lorsque George Washington, lui-même maçon, a rédigé la Constitution, il l'a fait avec l'aide de la maçonnerie française. La Grande-Bretagne aussi compte beaucoup d'adhérents, elle serait le 2e pays, et la solidarité maçonnique, bien sûr, joue un rôle important au niveau international. Là aussi, nous le verrons dans une prochaine émission. Alors, il existe d'autres formes de structures internationales très puissantes qui sont voisines dans leur objet. Je pense par exemple à la trilatérale, ou dite commission trilatérale, organisée en 1973 à l'initiative des principaux dirigeants du groupe Bilderberg ou du Council of Foreign Relations, parmi lesquels David Rockefeller, Henry Kissinger, et puis des centaines de personnalités influentes, et pour la France, par exemple, Jean-Claude Trichet, qui est l'ancien président de la Banque de France et président de la Banque européenne, et Raymond Barre aurait aussi été très impliqué dans cette structure. Alors, où recrutent les loges? Eh bien, d'abord, on ne peut pas situer un seul secteur, elles recrutent dans tous les secteurs politiques, économiques, sociaux, universitaires, et aussi, et nous le verrons, dans le milieu associatif. Et elles recrutent des personnes avec des responsabilités exercées ou potentielles, je pense par exemple aux grandes écoles, mais elles s'appuient beaucoup sur les milieux politiques, associatifs, pour porter leurs idées. Je pense par exemple à une association comme l'ADMD, l'Association du droit de mourir dans la dignité, qui fait avancer l'euthanasie et où les loges sont impliquées, sans pour autant remettre en cause leur pseudo-indépendance politique. Pour y entrer, on peut poser sa candidature, les sites des obédiences le proposent, mais il faut de toute façon être coopté pour commencer vraiment le parcours initiatique. Par contre, ce sont essentiellement les frères qui invitent des personnes à entrer comme profanes en participant par exemple à des ateliers où on travaille sur des sujets sociétaux, philosophiques ou autres. Cela m'a d'ailleurs été proposé en tant que jeune président de l'Union régionale CFTC de Rhône-Alpes, et bien sûr j'ai refusé. Et ce choix semble se porter de préférence bien sûr sur des personnes qui ont déjà des responsabilités ou sont susceptibles d'en avoir après. Cela représente bien sûr un bon potentiel, et c'est la raison pour laquelle la maçonnerie met un point d'honneur à enrôler des élèves des écoles de Sciences Po, de l'ENA, de Saint-Cyr, de toutes les grandes écoles en quelque sorte, qui sont largement sollicitées, et puis dans les universités et un peu partout. Beaucoup y entrent peut-être pour la démarche initiatique et ésotérique, mais aussi pour les perspectives en termes de carrière, de pouvoir que cela ouvre à la sortie. Et c'est là que réside d'ailleurs un problème majeur, l'adhésion par intérêt
est probablement à l'origine de beaucoup de dérives et de scandales. On l'avait vu par exemple avec les choix de Napoléon Ier de gouverner avec le Grand Orient de France. L'armée était pratiquement passée sous le contrôle de la franc-maçonnerie, ce qui a donné lieu d'ailleurs à un scandale des listes sur lesquelles je reviendrai dans la prochaine émission. Certaines personnes se prévaudraient d'ailleurs abusivement de cette appartenance pour bénéficier d'avantages, par exemple dans des négociations, et cela c'est possible, mais ça veut bien dire donc qu'il y a des avantages à en tirer. Les signes d'appartenance, le plus connu c'est le triangle, ce symbole ancien de Dieu, bien sûr, qui représentait la Trinité pour les chrétiens, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et la franc-maçonnerie donc l'a détourné pour en faire un symbole ésotérique, omniprésent dans la communication des frères. Ce symbole triangle prône au-dessus des participants lorsqu'ils sont en réunion, et ce delta lumineux remplace la croix et la remplace même aussi comme la sagesse humaine remplace probablement pour les maçons la sagesse de Dieu. On retrouve d'ailleurs ce triangle dans des tas de bâtiments où les maçons signent leur appartenance. On la trouve aussi en haut de la Déclaration des droits de l'homme qui, nous le verrons aussi, a été rédigée par des francs-maçons. Les 3 points dont on parle souvent, puisqu'on parle des frères 3 points, c'est un symbole qui équivaut aux 3 points d'etc. Mais ces 3 points sont en triangle et on les trouve par exemple lorsqu'on écrit en abrégé GODF du Grand Orient de France, c'est G, 3 points en triangle, O, 3 points en triangle, D, 3 points en triangle. Et certaines personnalités maçonniques rajoutent ces 3 points à leur signature pour signaler leur appartenance aux frères. Les rites de la maçonnerie sont des imitations des rites religieux, avec une liturgie, avec des vêtements adaptés, qui sont des copies d'ailleurs, au moins pour le Grand Orient, j'ai pu le constater au musée du Grand Orient, qui sont donc des copies de vêtements liturgiques, comme les chasubles, les étoles, etc., mais bien sûr transformées, puisque la chasuble, elle se transforme par exemple en triangle. Et cela varie bien sûr d'une obédience à l'autre. Nous verrons dans la prochaine émission en quoi la franc-maçonnerie est puissante et pèse sur notre société et le monde. Nous verrons aussi à quel point Satan peut se servir d'elle pour répandre le mal dans le monde. Le premier signe en est déjà la copie des symboles et rites religieux, quelque part retournés. L'utilisation aussi du désir du bien pour faire avancer le mal et la mort. On le voit avec l'euthanasie. La maçonnerie, dans sa volonté d'en finir avec la culture chrétienne, catholique même, de la France, contribue d'ailleurs au développement d'un relativisme moral destructeur dans tous les domaines. Et il est bien sûr important de dire que tous les initiés ne sont pas des suppôts du malin. Certains, je le crois, en témoigner, sont vraiment à la recherche d'un humanisme, ce qui peut se traduire d'ailleurs par une forme de charité. Et sur ce point, les obédiences et les loges, comme on l'a vu, ne sont pas toutes sur le même terrain concernant, par exemple, la lutte contre Dieu. Et certaines loges, comme je disais, étant constituées de chrétiens protestants, ont bien sûr une attitude différente des loges athées antireligieuses. Si Marthe Robin en a prédit la chute, la maçonnerie se présente comme un royaume divisé par les conflits d'intérêts. Le mal que fait par exemple son influence sur le respect de la vie, sur la famille, sur la destruction des repères dont elle est responsable ou complice, cela provoquera
tôt ou tard sa mise en cause, voire sa chute. Et pour reprendre l'expression de Jean-Paul II, n'ayons pas peur. Et le Christ nous dit aussi d'aimer nos ennemis, et donc c'est aussi un appel par rapport aux francs-maçons que nous sommes tentés de condamner. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt sur les ondes de Radio Espérance. Regard chrétien sur la société.